Salut mes chers métazoaires et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui un gros morceau, on passe aux bilatériens. Comme leur nom l'indique, ils ont une symétrie bilatérale, chaque côté est le même que l'autre. Regardez votre gonade droite, c'est la même que la gauche. Enfin pour ceux qui auront la chance d'en avoir deux. Chez les bilatériens, on va avoir les deux grands groupes qui forment la majorité de la biodiversité animale. Pour comprendre comment on les a différenciés, on va faire un petit cours de cuisine. Laissez-moi juste le temps de me changer. Bienvenue dans les cours du chef Guillaume. Aujourd'hui, on va se mijoter une petite poêlée de cellules. Pour cela, il nous faut une pincée de spermatozoïdes. Allez, une poignée tant qu'à faire ça bien. Et mélangeons ça avec une ovule bien fraîche. Enfournez 1 heure, thermostat physiologique, et c'est prêt. Avec cette recette, on peut obtenir deux résultats. Les deux seront de bonnes boules de cellules fondantes sous la langue, avec un trou, le blastopore, qui lui deviendra soit la bouche chez les protostomiens, soit l'anus pour les deutérostomiens. Je vous laisse deviner de quel côté on se trouve, mais je suis sûr que vous avez déjà une petite idée. A partir de maintenant, puisqu'il y a une diversité énorme dans chacun des deux groupes, je ferai une vidéo sur les protostomiens, puis sur les deutérostomiens, en alternance. Vous allez voir, il y a de quoi faire. Aujourd'hui, on va parler des protostomiens. Alors, cet embranchement est très important en nombre, mais on va le simplifier et parler des deux grands ordres dont il est composé. A savoir que tout ce que je vous dis là n'est pas figé. Même si on est plutôt tous d'accord de la phylogénie, il risque d'y avoir pas mal de changements. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les lophotrochozoaires, qui sont formés par les lophozoaires d'un côté et des platyzoaires de l'autre. Et on ira en détail chez les lophozoaires. J'aimerais commencer par les annélides, mais c'est assez complexe. J'en ferai un épisode exclusif avec l'introduction des arthropodes et de la métamérie. Donc au lieu de ça, on va parler de némertes. Ces jolis petits bestiaux sont souvent appelés vers plats, et c'est des véritables killers. Je m'explique. Ce sont des vers qui restent très simples. En effet, souvenez-vous du mésoderme. C'est le tissu qui fait remplissage en général, il constitue des organes, du squelette ou des cavités qu'on appelle cellum. Le fait est que les némertes sont remplis de parenchyme. C'est comblé avec des cellules en gros. Outre ça, ils possèdent quand même un cerveau, ou plutôt un ganglion cérébroïde, suivi de deux cordons nerveux le long du corps. Avec cela, ils possèdent étrangement un système circulatoire. Bien que simple, c'est très inhabituel pour ce genre d'animaux. Venons-en aux faits. Avec tout ça, ils possèdent une cavité quand même. Mais on n'est pas encore sûr de son origine tissulaire. Cette cavité, le rhinococèle, est plus ou moins large et abrite un organe, le proboscis. Ce dernier peut être dévaginé. Oui, littéralement ça veut dire retourner le vagin, mais cherchez pas à comprendre. En gros, il balance ce dernier de son corps sur sa proie. Faut savoir que le proboscis sécrète certaines toxines pouvant tuer un peu tout ce qui bouge. Bon, enfin, ça dépend de la taille du machin aussi, hein. Bien que ce soit pas la taille qui compte, mais le goût. Ah, et je vous ai pas tout dit, hein, mais il y en a certains qui possèdent un stylet dessus en plus. Voire même plusieurs. Et c'est pas comme vos stylets de DS, c'est plutôt un joli petit aiguillon mortel. Encore une fois, pas vraiment pour l'homme, hein, pas de soucis. Mais en contractant ses muscles ou le fluide du rhinococèle, le proboscis est envoyé comme une flèche sur sa cible et le rate rarement. Pour ceux qui ont plusieurs stylets, c'est un vrai fléau qui est envoyé sur les cibles, qui des fois font même la taille d'une émerte lui-même. Sachant qu'après, ils dévorent leur proie entièrement, soit en avalant tel un serpent, soit en liquéfiant l'intérieur du corps de la cible et en avalant le tout par la suite. Je vous ai dit que c'est des putains de tueurs. Et si c'était que ça? Mais il y en a en plus de tout ça qui produisent un mucus, une sorte de revêtement liquide de l'épiderme, qui est lui-même toxique. Enfin, certains possèdent plus que ça. Ils possèdent un proboscis qui est un peu plus impressionnant. Il est ramifié et permet de bloquer une proie un peu comme un filet. Bon, mis à part ça, pour ce qui est des classés, il y a pas mal de contradictions. Mais en somme, ça fonctionne comme ça. On a l'ordre des anoples, un groupe de némertes sans stylet, sachant que c'est un groupe paraphylétique. Ça veut dire que c'est un groupe qui ne comprend pas tous les membres qui possèdent le même ancêtre commun. Chez les anoples, on a les paléonémertes, qui est aussi un groupe paraphylétique, mais bon, et les hétéronémertes, qui sont différents par rapport à la disposition de leurs muscles et cordons nerveux, essentiellement. Dans l'autre ordre, les zénoples, qui eux sont dits armés, donc qui possèdent un stylet. On va avoir les monostylifères,
avec un seul stylet, c'est l'exemple de la flèche, excepté pour les Bdellonemertes, et il est polystylifère avec plusieurs. Un bon fléau quoi. Giggity giggity, giggity goo. Stick around. Bon, vous l'avez compris, on va parler cul. Rien de bien exceptionnel chez les Némertes. Il y a une grande diversité, mais ils sont en général gonochoriques. Donc ils sont soit mâles, soit femelles, soit les deux, mais pas au même moment. Genre ils sont d'abord mâles, puis femelles. Ou alors ils sont tout simplement hermaphrodites. En gros, c'est un bon bordel. Mais en général, ils font comme les entre guillemets poissons. Ils balancent les œufs, puis le mâle passe derrière pour les fertiliser. C'est comme si une femme chiait une ovule et que vous éjaculiez dessus tout simplement. Sinon, certains vont porter les œufs ou les placer dans une sorte de gelée. Et enfin, ils peuvent se reproduire par scissiparité ou régénération. Quand ils sortent de leurs œufs, ils sont entiers, mais la plupart ne proviennent pas d'eux et se développent directement dans l'eau sous forme d'une larve pylidium, qui est toute mimi. Pour en finir avec ces petites beautés, si je puis dire, voici Linnaeus longissimus. Un petit bestiau d'une moyenne de 30 mètres de long, avec un record à 55 mètres, certains vous diront 60 mètres, soit 2 fois plus grand qu'une baleine bleue, et pas loin de 200 fois la taille de c'est pas le sujet. Voilà tout pour cette vidéo, et je vous invite à partager et me poser des questions dans les commentaires. Et bonne fête mes chers métazoaires.